Bienvenue dans Next Gen Manufacturing. Aujourd'hui, on va parler d'une étape qui est à la fois super cruciale et vraiment délicate, l'usinage des matériaux composites. C'est un peu la touche finale, ce qui va transformer une pièce brute en un composant de très haute performance, que ce soit pour l'aérospatiale ou l'automobile. Mais on va vite le voir, trancher dans ces matériaux si avancés, c'est loin d'être simple. C'est un vrai défi. Allez, voici le programme. On va commencer par l'essentiel, la précision. Ensuite, on plongera au cœur du problème. Pourquoi est-ce si compliqué d'usiner ces composites? Après ça, on mettra face à face les méthodes traditionnelles et les nouvelles technologies. Et pour finir, bien sûr, on verra comment choisir la bonne approche. Bon, l'usinage, concrètement, c'est quoi? En fait, il faut s'imaginer un peu comme la touche finale d'un sculpteur. On va venir détourer les contours, percer des trous avec une précision folle, ajuster les formes au millimètre près. C'est vraiment l'étape qui va donner à la pièce sa géométrie définitive. Et le point crucial dans tout ça, c'est que cette opération elle est faite sur une pièce qui a déjà une très grande valeur. Et c'est exactement là que la pression devient énorme. Les enjeux sont juste colossaux. Pensez-y, une seule petite erreur, un réglage qui n'est pas parfait, et hop, une pièce super complexe, qui peut valoir des milliers d'euros, finit tout droit à la poubelle. C'est simple, il n'y a aucun droit à l'erreur. Alors, la question c'est, pourquoi c'est si compliqué? Eh bien, c'est un peu le paradoxe des composites. Leur nature même les rend super résistants, ultra légers, mais en même temps, ça les rend terriblement difficiles à travailler. C'est comme s'ils se défendaient, ils ne se laissent pas faire du tout. Ok, ce défi, il repose sur 4 piliers, 4 grosses difficultés. Premièrement, l'hétérogénéité. Imaginez essayer de couper un gâteau, mais avec des barres de fer dedans. C'est un peu ça. On doit couper en même temps des fibres qui sont ultra dures et une résine qui est beaucoup plus tendre. Deuxième point, l'anisotropie. Ça veut dire que le matériau ne réagit pas pareil dans toutes les directions. Un peu comme le bois, c'est plus facile de le couper dans le sens du grain que contre le grain. Là, c'est pareil avec les fibres. Ensuite, il y a l'abrasivité. Les fibres, surtout le carbone et le verre, c'est comme du papier de verre pour les outils. Ça les use à une vitesse folle. Et enfin, la faible conductivité thermique. La chaleur ne se disperse pas, elle reste concentrée pile à l'endroit de la coupe, et ça, c'est un énorme problème. Et forcément, quand on se rate, les conséquences sont catastrophiques. Le pire du pire, c'est ce qu'on appelle le délaminage. C'est quand les différentes couches du composite se décollent, se séparent. Mais ce n'est pas tout. On peut aussi arracher les fibres au lieu de les couper net, ou carrément brûler la résine à cause de la chaleur. Ou alors on se retrouve avec une surface toute rugueuse. Dans tous ces cas, le résultat est le même. La pièce s'est bonne achetée. Elle a perdu toutes ses propriétés et elle est devenue inutile. Bon, face à tous ces problèmes, la première réaction de l'industrie, ça a été quoi? Eh bien, d'adapter les bonnes vieilles méthodes. Alors allons voir cette première boîte à outils, celle des techniques qu'on appelle conventionnelles. Alors, le principe de base de ces méthodes, c'est ce qu'on appelle l'enlèvement de copeaux. L'idée est simple. On a un outil qui entre en contact direct avec la pièce et par une action mécanique, que ce soit du cisaillement ou de l'abrasion, il va littéralement arracher de la matière pour sculpter la forme voulue. C'est vraiment la méthode la plus classique qui existe. Et cette boîte à outils, elle est plutôt bien remplie. On y trouve par exemple le sciage pour les découpes bien droites, le tournage pour tout ce qui est pièces cylindriques, le perçage, c'est pour faire des trous évidemment, et puis le fraisage pour créer des formes beaucoup plus complexes. Ah, et pour les matériaux vraiment fins, on peut même utiliser des techniques comme le cisaillage ou le poinçonnage. Et là, attention parce que les détails techniques sont cruciaux. Prenons l'exemple du fraisage. Juste le sens de rotation de l'outil, ça change absolument tout. Si on travaille en concordance, l'outil tourne dans le même sens que la pièce avance. Le résultat, une surface bien plus lisse. À l'inverse, en opposition, l'outil tourne contre le mouvement de la pièce. Ça peut aider à maintenir la pièce, c'est vrai, mais on risque d'abîmer la surface à la fin de la coupe. Un simple choix comme celui-là, et on passe d'une pièce parfaite à une pièce bonne pour la poubelle. Ok, on a vu le traditionnel. Maintenant, passons à la suite. La nouvelle génération, les technologies next-gen qui attaquent le problème sous un angle complètement différent, en éliminant totalement le contact physique entre l'outil et la pièce. Le premier de ces poids lourds, c'est la découpe laser. Là, on est sur une approche purement thermique. On a un faisceau laser hyper concentré qui va chauffer la matière, mais tellement vite et tellement fort qu'elle n'a même pas le temps de fondre. Elle passe direct de l'état solide à l'état gazeux. En gros, on la vaporise. Et l'avantage, il est juste énorme. Comme il n'y a pas de contact, il n'y a aucune usure de l'outil. Zéro. Chaque coupe est donc parfaitement identique à la précédente. Et puis, à l'exact opposé du laser et de sa chaleur intense, on a la découpe par jet liquide. Là, c'est un procédé qu'on appelle à froid. Imaginez un tout petit jet d'eau fin comme un cheveu, mais qui est projeté à une vitesse supersonique. C'est cette vitesse qui va littéralement éroder la matière. Et si le matériau est vraiment très résistant, on peut même ajouter des petites particules abrasives dans l'eau. Le bénéfice, il est limpide. Comme c'est froid, il n'y a absolument aucun risque d'abîmer la pièce avec la chaleur. Bon, on a vu les méthodes classiques, on a vu les technologies de pointe. La grande question maintenant, c'est comment on choisit.
Alors, il n'y a pas de réponse magique. La décision finale, c'est une vraie question de stratégie. C'est un compromis qu'il faut trouver en fonction du matériau qu'on travaille, de la géométrie de la pièce et bien sûr du niveau de qualité qu'on veut atteindre. Allez, pour y voir plus clair, résumons le match. D'un côté, on a les méthodes conventionnelles, basées sur le contact mécanique. Leurs inconvénients, ça génère beaucoup de chaleur, de la poussière et surtout, ça démolit les outils. De l'autre, le laser, c'est l'approche thermique. Le gros plus, pas d'usure d'outils. Le gros moins, le risque de dommages thermiques, de brûne la pièce. Et enfin, le jet liquide, c'est de l'érosion mécanique mais à froid. Ses atouts, pas d'usure non plus, pas de chaleur et la poussière est contenue dans l'eau. Voilà le tableau. Et tout ça, évidemment, ça nous amène à réfléchir à l'avenir. La science des matériaux, elle, ne s'arrête jamais. Elle avance à une vitesse folle, elle crée sans cesse de nouveaux composites avec des propriétés qu'on n'imaginait même pas. Du coup, la fabrication de nouvelles générations, la next-gen manufacturing, elle va devoir s'adapter en permanence. Au final, la vraie question, ce n'est pas tant de savoir quel est le meilleur outil aujourd'hui. Non, la vraie question, c'est quels outils complètement nouveaux allons-nous devoir inventer pour pouvoir façonner les matériaux extraordinaires de demain.